de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Marc-Claude Leloup. Bonjour. Bonjour Marc. Anne. Marc-Claude Leloup est le directeur du bulletin sélinien qui en arrive à son 402e numéro et qui existe depuis 37 ans. Toutes mes félicitations parce que c'est quand même un exploit. Ben oui, l'important c'est de durer, effectivement. Et, je dis souvent en blaguant que le seul titre de gloire du bulletin sélinien, c'est d'être l'unique périodique mensuel consacré à un écrivain. Sauf erreur, il n'y en a pas d'autre. Non, non, absolument, absolument. Alors, pour que vous compreniez, chers amis, l'intérêt d'un bulletin sur un écrivain, je vais citer Paul Valéry, excusez du peu, que Marc-Claude Leloup nous a proposé, citation qu'il nous a proposée. Le goût que nous avons pour les choses de l'esprit s'accompagne nécessairement d'une curiosité passionnée des circonstances de leur formation. Plus nous chérissons quelques créatures de l'art, plus nous désirons d'en connaître les origines, les prémices et le berceau. Et je trouve que c'est une très jolie définition de votre démarche, Marc-Claude Leloup, parce que depuis 37 ans, vous disséquez avec les gens que vous invitez à écrire dans votre revue, cette œuvre sélinienne qui est énorme. Oui, c'est une œuvre considérable et à partir du moment où on travaille sur une œuvre pareille, à dire vrai, on n'en a jamais fini. D'autant que dans le cas de Céline, la vie et l'œuvre sont intimement mêlées. Comme vous le savez, il s'est servi de sa propre biographie pour rédiger son œuvre de fiction. Évidemment, il transpose énormément, mais beaucoup de sa vie se retrouve dans son œuvre, notamment dans ce qu'on appelle la trilogie allemande, tous les romans de la fin, mais aussi Mort à crédit, qui est pour moi son chef-d'œuvre, qu'il a écrit juste après Voyage au bout de la nuit. Et voilà, c'est vraiment un très grand écrivain, à la fois un grand écrivain, un grand romancier, mais aussi un grand polémiste. C'est aussi un écrivain de combat. Ce qui n'est pas évidemment sans poser encore aujourd'hui des problèmes pour sa réception critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à éliminer l'adversaire. Donc, donc Céline n'a plus grand droit à la parole. Mais quand on vous lit, on comprend bien pourquoi. Il faut rappeler la biographie de Céline. Céline commence sa vie, sa jeunesse, en faisant la guerre. Oui, il s'est engagé. La guerre de 14-18. Voilà, il s'est engagé volontairement et malheureusement pour lui, la guerre a été déclarée peu après. Et ça a été vraiment le grand traumatisme. Il est blessé au tout début de la guerre, en octobre 1914. Et vraiment, sans la guerre et sans ce qu'il a subi, son œuvre ne serait pas pareille. Notamment Bagatelle pour un massacre, le fameux pamphlet dont on reparle ces jours-ci. Il ne faut jamais oublier que la bande de Bagatelle pour un massacre, c'était pour bien rire dans les tranchées. Car aujourd'hui, on s'imagine souvent que le massacre dont il est question est un tout autre massacre que celui que Céline voulait prévenir. Il s'agissait évidemment du massacre des Français. C'est de ça qu'il est question dans le livre. Céline se disait avant tout pacifiste. Et évidemment, ça a pu l'amener effectivement à certaines dérives, mais il ne faut jamais oublier quelle était sa motivation première. Son but, c'était vraiment d'éviter la guerre à tout prix, jusqu'au point à préconiser en 1938 une alliance avec l'Allemagne, une alliance qui va jusqu'à l'alliance militaire, vraiment pour empêcher la guerre. C'est un jusqu'au boutiste du pacifisme en quelque sorte. Tout sauf la guerre. Tout sauf la guerre, oui. Alors, pour bien comprendre cet état d'esprit de Céline, je vais encore le citer. Grâce à vous, Marc-Claude Leloup, il écrit, il y a une belle correspondance avec le docteur Camus. Alors, qui était le docteur Camus? C'était un ami de longue date, c'est quelqu'un qu'il a connu dans les années 20. C'était un militaire, c'était un médecin militaire, qui était aussi un ami d'Henri Mahé, parce que Céline était très fidèle en amitié, contrairement à ce qu'on a pu dire. Et avant-guerre, il avait tout un petit cercle d'amis, dont ce Clément Camus, avec lequel il a échangé une correspondance fort intéressante. Et c'était vraiment un ami fidèle, c'est-à-dire, quand j'entends par ami fidèle, quelqu'un qui lui est resté fidèle jusqu'au bout. Vous savez que Céline, après la guerre, a été exilé au Danemark, il a fait 18 mois de réclusion.
Et à ce moment-là, les amis qui lui sont restés fidèles se comptaient vraiment sur les doigts de la main. Il y avait Pierre Monnier, bien entendu, Arletty, le sculpteur d'Aragnès, et aussi Clément Camus. Alors, voilà cette citation qui date du 7 juin 1948 et qui explique très très bien ce que éprouve Céline. « Je ne voudrais pas te désobliger, mais je t'avoue ne point donner de pensée au problème de l'au-delà. L'humanité que j'ai soufferte et que je souffre me dégoûte trop, et je l'ai trop en haine, pour lui désirer autre chose que des asticots, et éternellement. Ces problèmes religieux et métaphysiques naissent de l'oisiveté, du bien-être, de la sécurité. L'homme est un démon. L'enfer est ici, particulièrement en prison. Si tu avais passé, été curé, ces problèmes ne vous turlupineraient plus. La pénitence est 1000 fois faite. Qui a souffert l'injustice majeure est en état de grâce. Il emmerde et la terre et le ciel et le bon Dieu avec. Tout se simplifie. Il est possible qu'il existe autre chose que le visible. Mais la prison est bien visible, elle. Pas besoin de tortiller du cul vers les prières de l'infini. L'enfer est là. On ne fait rien pour y remédier. Si l'humanité crève, ce ne sera pas de communisme ou de manque de prière. Ce sera de tartufferie, de fainéantise, d'égoïsme, d'insensibilité. Je ne ferai plus rien pour l'empêcher de disparaître. Elle appartient à mon gré et pour l'éternité aux asticots. Amen. Ce texte est fantastique. Alors, il faut savoir évidemment que Céline était un athée résolu, il ne croyait absolument pas à un au-delà quel qu'il soit. Et on voit dans cette lettre, évidemment c'est une lettre de l'exil, tout le pessimisme foncier qu'il y avait chez Céline avant-guerre est encore renforcé évidemment à la fois par les années de prison et puis aussi par ce qu'il considère comme une ingratitude, car il considère qu'il s'est croisé, comme il disait, pour les Français pour leur éviter la guerre. Et donc, à partir du moment où il doit subir l'exil, il considère ça comme une injustice, d'autant que d'autres collègues à lui, il estime qu'ils s'en sont beaucoup mieux sortis que lui, évidemment. Mais bon, là, on retrouve évidemment Céline dans toute sa férocité. Je suis tombée sur une citation de Sartre que je trouve assez amusante. Sartre écrit « Les couvreurs ont une vie bien plus risquée que les intellectuels ». Alors, ça dépend quels intellectuels, parce que Sartre a plus célébré le communisme. C'est toujours un dieu au Panthéon des Lettres, et Céline voit toujours les interdictions pleuvoir sur lui. Sartre disait notamment, à une certaine époque, je considère tout anticommuniste comme un chien. Oui, oui. Il faut rappeler ce genre de phrase. Oui, oui, oui. On a souvent oublié. Alors, cette horreur dévorante de Céline pour la guerre fait que, dans les années 30, il est tétanisé, à partir de 32-33, il est tétanisé parce qu'il voit qu'on va à la guerre. Oui. Très peu de gens ont vu qu'on allait à la guerre. Oui, il voit très bien qu'un conflit est proche. Et surtout, il considère que, bon, d'une part, cette guerre est à éviter car ça serait une guerre fratricide, et puis surtout, il voit que la France risque de perdre. Il faut donc rappeler aux jeunes générations que c'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne, et beaucoup d'hommes politiques... L'Angleterre d'abord. Oui, mais surtout à l'Allemagne, et beaucoup d'hommes politiques se rendent bien compte que si la guerre a lieu, la France va perdre cette guerre. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en 1940, enfin 39-40, il y a eu plus de 100 000 morts français dans la fameuse, ce qui a suivi la drôle de guerre. Et donc, Céline est conscient de tous ces dangers. Et comme il n'a pas la fibre spécialement démocrate, le fait de s'allier avec l'Allemagne pour éviter une guerre, pour lui, n'est pas un problème. Il dénonce d'ailleurs dans l'école des cadavres la germanophobie. C'est ce qu'il opposera d'ailleurs à Maurras, qui lui était un germanophobe absolu, tandis que Céline considérait que les Allemands, ce n'était pas du tout l'ennemi héréditaire. Ce qui est assez original, parce que beaucoup d'anciens combattants avaient une haine, qu'on peut comprendre d'ailleurs, viscérale envers l'Allemagne, tandis que Céline parvient à dépasser ce sentiment
Et pour lui, le pacifisme est une valeur absolue. Ce qui fera d'ailleurs, qui sera à la fin de sa vie, enfin il le montre d'ailleurs dans un de ses romans, assez indulgent envers Pierre Laval, pour lequel il avait beaucoup de ressentiment pendant l'occupation, Oui. pour toutes sortes de raisons. Et il lui reconnaîtra au moins une vertu, celle d'être à la fois patriote et pacifiste, ce en quoi il se reconnaissait évidemment énormément. Ce qui explique aussi l'appui de Berle, qui était juif, Oui. et qui dira... Et qui était munichois. Il était munichois, et il avait fait aussi la guerre de 14, et il était pacifiste. Et donc, il comprend très bien Céline. Berle était un juif un peu hétérodoxe par rapport à sa communauté. Le fait d'abord d'avoir été munichois, d'avoir un moment été proche de Vichy, tout ça faisait de lui quand même quelqu'un d'assez atypique. Mais c'est vrai qu'il avait des relations amicales avec Céline, même à l'époque où Céline écrivait des pamphlets. Berle écrira d'ailleurs lui-même un article sur Bagatelle qui n'est pas franchement hostile. Il est assez ambivalent, cet article, en 1937. Oui, oui. Et puis, il faut rappeler que cette époque-là, c'est-à-dire que beaucoup de voix juives s'élèvent pour la déclaration de la guerre. Il y a eu un grand article dans un journal anglais, le Manchester Guardian, qui titre en première page « Les Juifs ont déclaré la guerre à l'Allemagne ». Et donc, l'horreur de cet avenir qui se présente met Céline hors de lui. Alors, maintenant qu'on a planté ce décor d'exaspération, de personnages horrifiés, encore une fois, l'enfer pour lui est sur Terre, il faut évoquer ce style. Et pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est... Oui, parce que c'est ça qui reste. Céline, là, on a beaucoup parlé de l'écrivain de combat qu'il a été et de ce génie polémique qu'il avait. Mais Céline est avant tout un écrivain, un styliste, et il a vraiment apporté quelque chose de neuf dans la littérature française. Il faut imaginer le choc qu'a été Voyage au bout de la nuit en 1932, mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est ce qui a suivi. Parce que vous savez qu'il a obtenu le prix, il a failli avoir le Goncourt, il a obtenu le prix Renaudot, et beaucoup d'écrivains à sa place auraient, dans la foulée du grand succès de Voyage au bout de la nuit, écrit en quelque sorte un Voyage au bout de la nuit bis, c'est-à-dire dans le sillage de cet énorme succès, il aurait continué dans cette voie, dans cette veine. Alors Céline, pas du tout. Il veut renouveler entièrement sa manière et il mettra 4 ans à écrire son deuxième roman, Mort à crédit, où il transpose son enfance. Et c'est vraiment le chef-d'œuvre de Céline, enfin un des chefs-d'œuvre. Moi, je considère que c'est vraiment son livre le plus accompli. Et il faut dire aussi que ce livre a été un échec critique. Beaucoup de grands critiques comme Léon Daudet ou Bernanos qui avaient salué Voyage au bout de la nuit se tairont au moment de Mort à crédit, car c'est un livre dont à la fois la structure narrative mais surtout le style tranche vraiment d'avec Voyage au bout de la nuit. C'est là vraiment que Céline devient Céline. Et c'est un livre qui aura, évidemment, il aura un succès public, mais moindre que celui de Voyage, mais surtout, il sera, dans l'ensemble, assez mal accueilli par la critique. Ce à quoi il répondra dans Bagatelle pour un massacre. Car Bagatelle pour un massacre, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas seulement un livre contre la guerre, il y a aussi dans le livre, en quelque sorte, un manifeste littéraire. Il explique à ce moment-là ce qu'il veut faire en littérature. Pour reprendre sa formule, c'est transposer et surtout introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite, mais surtout en ne faisant pas du copier-coller. C'est évidemment une recréation. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas du tout un littérateur. Il fait pas du style pour faire du style. Et là encore, dans une lettre au docteur Camus, Balzac prétendait que parler d'amour, c'est faire l'amour. Mais nom de Dieu, parler d'un livre, ce n'est pas le faire. Rien que je haïsse plus que le courriérisme littéraire. D'ailleurs, tu le sais, je suis bien plus fière d'une guérison de diarrhée infantile que de 36 livres à succès ou de 4 livres à succès. Je suis désastreusement dénuée de toute vanité littéraire. Je ne retiens des hommes que la façon plus ou moins heureuse qu'ils ont de former des phrases.
Mais le sens de la phrase, je m'en fous. Je ne les retiens même pas. Tout est dans les bibliothèques, mais presque tout ce que pense l'homme est absolu. Son corps et sa musique seuls m'intéressent. Oui, alors là, il fait allusion aussi à sa vocation de médecin, parce Oui. que Céline se considérait avant tout comme un médecin. Et bien sûr, il n'est pas littérature dans le sens où le monde des lettres, tout ça ne l'intéresse pas. Mais c'était, comme il le dit lui-même, un rude travailleur. Hein. Il disait, ce qui distingue moi des autres écrivains, c'est que moi je travaille et que les autres ne foutent rien. Et c'est vrai qu'on sait, par exemple, pour un livre comme Entretien avec le professeur Y, qui est aussi vraiment son manifeste littéraire, on connaît 7 versions, c'est-à-dire qu'à chaque fois il réécrivait tout depuis le début, il travaillait énormément. Et dans l'édition de la Pléiade, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les premières versions et ce que ça devient grâce au travail acharné que fait Céline sur la phrase, un peu à la manière d'un Flaubert, si vous voulez. C'est vraiment un travail d'écriture exténuant. Et puis, cette façon de bien discerner ce qu'est un style. Alors, il y a une autre citation que j'ai toujours en tête, c'est qu'on écrit avec son sang, pas celui des autres. Il faut mettre sa peau sur la table. Il faut mettre sa peau sur la table. Et voilà encore, le 26 octobre 1949, au Docteur Camus, c'est votre mort à vous, pas celle des autres, qui vous sonne l'âme et rend le son, le ton de votre musique. Point d'art possible sans danse avec la mort. Les dons ne suffisent pas, le tempérament non plus. Ce qui n'est point accordé par la mort ne vaut rien et sonne toujours faux. Ouais. Mais à ce compte-là, il y a quand même les 3/4 de la littérature aujourd'hui qui étaient dégagés. Oui, d'ailleurs, Céline avait un très grand mépris, pas pour les classiques, parce qu'il vénérait, par exemple, La Fontaine, Chamfort, Oui. Chateaubriand. Il avait une grande vénération pour les classiques. En revanche, dans les modernes, il appréciait très peu d'écrivains. Il cite en général Paul Morand, le premier Morand, Ramuse, Barbus, des gens qui, comme lui, qui avaient un peu creusé cette voie, qui avaient essayé d'introduire vraiment l'émotion, notamment issue du langage parlé, dans la langue écrite. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ça, hein, c'est vraiment surtout ne pas faire de littérature au sens banal du terme, mais faire quelque chose d'authentique et à partir de ce que les gens ont vraiment vécu et ressenti. Hein, c'est ça qu'il veut absolument faire. Et puis, revenons à son caractère. Ce n'est pas un soumis, il n'a pas un comportement de victime. Et je voudrais terminer sur cette citation de Marcel Aimé que vous nous offrez et qui est tout à fait étonnante, parce qu'on sait que Marcel Aimé était quelqu'un de très discret. Et très fidèle en amitié, ça c'est vraiment le grand ami de Céline. Céline n'était pas quelqu'un d'accommodant ou qui oublia facilement les torts qu'on lui avait causés. Le pardon du mal, le pardon des injures n'avait pour lui aucun sens. Il pouvait, dans le courant de la vie, arriver à n'en pas tenir compte, mais il ne les oubliait pas. Le pardon était à ses yeux un acte, sinon négatif, du moins sans portée, qui n'empêchait pas le mal de subsister, ni sans portée, qui n'empêchait pas le mal, ni l'ennemi, de rester dangereux. En face des êtres, des événements, il avait des réactions viriles, spontanées, ne sacrifiant rien à un catéchisme. Et il considérait que l'un des premiers devoirs d'un homme est de se défendre. À ses yeux, c'était là une obligation engageant non seulement la fierté de l'individu, mais son salut physique et moral. Car celui qui n'a pas de bon réflexe de défense contre ses ennemis, comment saura-t-il se défendre contre la société et d'abord contre soi-même ? Or, dans sa vie comme dans son œuvre, c'est ce soi-même que Céline a le plus constamment dénoncé comme le plus redoutable ennemi de l'homme. C'est très passionnant, ça, comme explication. C'est très bien vu de Marcel Aimé. C'est ce qui peut faire comprendre aussi l'incompréhension de Céline vis-à-vis de certains gestes. Par exemple, je songe à la fin de Robert Brasillac, qui est mort comme un saint, comme vous le savez. Mais pour montrer l'incompréhension de Céline vis-à-vis de Brasillac, vous savez l'anecdote, quand Brasillac demande à son procureur s'il veut bien lui serrer la main avant l'exécution.
pour Céline, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire, lui ne se serait jamais prêté à ce geste, parce que pour lui, c'est tout simplement inimaginable. C'est un homme qui se voulait libre, absolument, indépendant, très jaloux de sa liberté, effectivement. Il n'a jamais été encarté dans aucun parti, il n'a jamais fait partie d'aucun mouvement. Et c'était surtout quelqu'un qui, oui, effectivement, qui ne voulait absolument pas saluer ses adversaires dans le sens de pactiser avec eux, quels qu'ils fussent. Et en cela il est très unique, oui. Très unique. Cela dit, l'un était chrétien et l'autre pas. Exactement. Tout s'explique. Mais ce qui explique aussi la vigueur des ennemis de Céline, qui demeure intacte, puisque les pamphlets sont interdits de publication. Oui, alors là, ça a failli se faire, comme vous le savez, parce que toute l'idée est venue de la réédition des décombres. Vous savez qu'on a réédité les décombres dans la collection bouquins, et ça s'est fait... De Rebattet de Rebattet, bien entendu, et ça s'est fait finalement sans encombre. Alors l'ayant droit de Céline a cru que la même chose allait se passer pour Céline, il n'en a rien été, et il y a eu toutes sortes, effectivement, de groupes de pression qui ont fait qu'Antoine Gallimard a dû jeter l'éponge. Et c'est dommage, parce que ces textes font partie de l'œuvre de Céline. Il n'y a pas deux Céline, un bon qui serait celui des romans et un mauvais qui serait celui des pamphlets. Tout est très compliqué dans ce cas-là, parce que, comme je dis parfois, tout serait plus simple, en fait, si les pamphlets étaient à l'œuvre de Céline, ce que le Péril juif est à l'œuvre de Marcel Jouhandeau. Si vous retirez le Péril juif des œuvres de Jouhandeau, ça n'enlève rien à la qualité, à la grandeur de l'œuvre de Jouhandeau. Mais les pamphlets, je songe surtout à Bagatelle pour un massacre, et malgré tout, malgré les outrances, malgré les dérives, est un grand livre. Vous savez que Bagatelle pour un massacre, pour y revenir rapidement, c'est le seul livre où il raconte son voyage en Union soviétique, avec une verve extraordinaire. Il y a aussi des passages très lyriques quand il raconte Leningrad. Il y a des passages aussi très tendres lorsqu'il parle d'une vieille pianiste qu'il entend en Russie, etc. Mon compatriote Charles Plisnier disait c'est un chef-d'œuvre. Charles Plisnier qui a eu le Goncourt avant-guerre, comme vous le savez. Avec un beau livre, mariage. Non, alors c'est assez curieux, il a eu le Goncourt pour un recueil de nouvelles, Faux Passeport. Oui, alors que normalement le Goncourt était attribué uniquement à des romans. Et donc Charles Plisnier disait c'est un livre génial et malfaisant. Mais donc ça voulait dire que malgré ses outrances, il reconnaissait le talent, parce que le talent de Céline, à la fois le talent polémique, le talent d'écriture, se retrouve aussi, quoi qu'on en dise, dans un livre comme Bagatelle. Ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées. On ne peut pas évacuer ces livres si facilement. Enfin, ce qui reste étonnant tout de même, c'est le comité de censure. Oui, en 2018. Oui, qui est très puissant. Qui est quand même très très puissant. On est toujours à Moscou et il y a tout de même des choses... Oui, et puis surtout, on ne juge pas le lecteur suffisamment adulte. Je ne pense pas que la réédition de ces livres fasse un antisémite de plus, d'autant que l'antisémitisme qui renaît aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des années 30. L'antisémitisme qui existe, c'est celui qu'on peut trouver en banlieue, chez les jeunes musulmans, par exemple. Oui. C'est d'ailleurs ce que craignait le gouvernement. Ce à quoi il songeait, c'était à ça, à éviter une... Enfin, si les banlieues se mettent à lire Céline... Voilà, c'est ce qu'Antoine Gallimard a répondu. Ils vont faire des progrès en écriture, en orthographe et en tout. En tout. Merci beaucoup, Marc Laudeloup. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous les avez regroupés en... Non? Non. Alors, il y a plus de 400 numéros qui sont parus. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont épuisés. Mais la chose la plus simple à faire, ça serait, vous savez que beaucoup de gens maintenant sont connectés à Internet, c'est de taper le bulletin célinien dans un moteur de recherche. Vous allez tomber tout de suite sur le blog du bulletin. Et c'est très volontiers que j'offrirai un exemplaire du bulletin aux téléspectateurs de TV Liberté qui m'écriront. Alors, je donne tout de même votre adresse. Marc Laudeloup, 139 rue Saint-Lambert, boîte postale 77 1200, Bruxelles, en Belgique. C'est bien cela. Merci beaucoup, Marc Laudeloup, de nous avoir fait approcher d'un peu plus près cette grande œuvre. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission.